Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Binance. Cette semaine, à défaut d'avoir pu assister à une remontée des prix de la crypto qui stagne un peu, nous avons assisté à un début de conclusion relativement satisfaisant pour une affaire qui dure depuis des années. 2022 avait été une année particulièrement difficile pour la crypto. L'écosystème avait été complètement déstabilisé par deux catastrophes financières majeures. En novembre 2022, il y avait eu le scandale FTX Alameda Research qui s'est soldé par la condamnation récente de Sam Bankman-Fried à de la prison. Mais quelques mois avant, en mai 2022, le marché avait déjà commencé à s'effondrer à cause de la chute de Terra Luna. Pour ceux qui ignorent tout de cette histoire, il faut savoir que le Terra USD, ou UST en version courte, était une monnaie stable indexée sur le dollar. Mais elle était légèrement différente de l'USDT et l'USDC. Ces dernières sont en effet contrôlées par des entités centralisées qui garantissent théoriquement la valeur de chaque jeton grâce aux actifs placés en réserve dont elles disposent, comme des bons du trésor américain. Le jeton Terra était basé sur un modèle totalement différent. C'était une monnaie stable algorithmique. Autrement dit, sa valeur devait être garantie par un algorithme conçu pour stabiliser sa valeur autour d'$1. Cet algorithme reposait notamment sur un réseau associé baptisé Terra et dont le jeton principal était le Luna. Terra n'avait rien d'exceptionnel sur le plan technique puisque c'était un réseau basé sur le mécanisme de consensus Tendermint comme énormément d'autres chaînes de l'écosystème Cosmos. Mais la monnaie du réseau, le Luna, était au cœur du système car elle pouvait être échangée directement contre des UST en fonction de sa valeur sur le marché. Et en cas de variation des prix de l'UST, la quantité de Luna existant pouvait augmenter ou diminuer. Ce système a relativement bien fonctionné pendant un certain temps, ou en tout cas il avait l'air de bien fonctionner. Et les rendements affichés sur certaines applications décentralisées étant particulièrement alléchants, la TVL de Terra s'est vite comptée en milliards. Mais le 7 mai 2022, une catastrophe sans précédent a eu lieu. Des ventes pour un total de plusieurs centaines de millions d'UST combinées à une réduction de la liquidité ont causé une augmentation drastique de la volatilité ainsi qu'une baisse du prix trop forte et trop soudaine. Et là, le mécanisme de maintien des prix qui avait plus ou moins rempli son rôle jusque-là a fait l'inverse de ce qu'il devrait faire. Il a provoqué une réaction en chaîne. La baisse soudaine du prix de l'UST a provoqué une augmentation immédiate du nombre de Luna et les traders effrayés ont commencé à liquider tous leurs actifs. Le prix de l'UST a encore plus baissé, ce qui a augmenté encore le nombre de Luna et fait paniquer encore plus de traders, etc. En à peine quelques jours, on était passé d'un système a priori fonctionnel à un effondrement total causé par une hyperinflation incontrôlable. Le prix du Luna est presque tombé à zéro alors qu'il valait plus de $100 quelques semaines avant. Et les conséquences en ont été nombreuses. Plusieurs grandes sociétés comme Voyager Digital et Celsius Network ont fait faillite. Le hedge fund Three Arrows Capital a été mis en liquidation judiciaire après avoir perdu plus de $3 milliards, etc., etc. Il n'était donc pas surprenant que l'architecte de tout ce système, un Sud-Coréen du nom de Do Kwon, soit pourchassé autant par les autorités judiciaires de son pays natal que par celles des États-Unis. Tout comme Sam Bankman-Fried, il était destiné à finir en prison. La seule question qui restait, c'était pour combien de temps ? Et cette semaine, le juge américain a tranché. Do Kwon devra passer au moins 15 ans en prison. Cette sanction, qui est supérieure aux 12 ans recommandés par le procureur, a été motivée non seulement par l'ampleur du désastre, mais aussi par une tentative de fuite vers le Monténégro avec un faux passeport, ainsi que par les nombreuses manipulations découvertes après la catastrophe. En effet, il s'est avéré que le système Terra Luna n'était pas vraiment stable depuis le début, et que Do Kwon avait passé des accords secrets à plusieurs reprises pour renflouer les caisses et maintenir l'illusion que tout allait bien. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'au moment de la catastrophe, Do Kwon a également fait tout ce qu'il pouvait pour embrouiller les investisseurs indécis, comme en publiant ce tweet dont la formulation est devenue iconique. Quoi qu'il en soit, cette condamnation américaine n'est en fait que le début de ses problèmes. Il devra également passer devant les tribunaux sud-coréens et là-bas, c'est jusqu'à 40 ans de prison qu'il risque. Et aujourd'hui, ce qui reste un peu amusant au final dans cette histoire, c'est qu'en 2025 encore, il y a des gens qui tradent le Luna, qui a d'ailleurs été renommé Luna Classic entre-temps. C'est notamment le cas sur cette paire USDT que l'on trouve chez Binance, qui est notre sponsor du jour. Comme vous pouvez le voir ici, le prix a beaucoup bougé dernièrement et même si ça n'est franchement pas un investissement à long terme très intelligent, au moins ça peut être intéressant à trader pour les scalpers et autres amateurs d'analyse technique. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas à vous servir du lien d'affiliation en description qui vous permettra d'y accéder tout en bénéficiant d'une réduction à vie de 10% des frais de trading. Maintenant, retour aux actus. Toujours aux États-Unis, il y a eu de bonnes nouvelles du côté de la SEC et de la CFTC. Ces agences états-uniennes ont pris toutes les deux des mesures positives pour la crypto. La SEC d'abord a prouvé vendredi que la sécurité des investisseurs américains est au cœur de ses préoccupations en publiant ce mode d'emploi de la conservation d'actifs crypto. Comme indiqué en bas, ce n'est pas une prise de position officielle, etc. Mais c'est quand même le signe que pour eux, la crypto est définitivement devenue un investissement parfaitement légitime contrairement à leurs homologues français. Par ailleurs, et c'est le plus important, la SEC a approuvé les plans de la DTCC, un acteur majeur du système financier américain qui voulait jetoniser énormément d'actifs qu'il possède, parmi lesquels des actions, des obligations et des bons du trésor. Avec chaque jour qui passe, les marchés traditionnels fusionnent un peu plus avec les marchés crypto.
C'est d'ailleurs également ce que fait JP Morgan, même si ça n'a aucun rapport avec la décision de la SEC. En effet, ils ont publié jeudi ce communiqué indiquant qu'ils avaient émis avec succès un titre de créance négociable jetonisé sur Solana, en partenariat avec Coinbase et Franklin Templeton. C'est la première opération de son genre aux États-Unis et une étape importante vers l'intégration totale de la TradFi à la crypto. Quant à la CFTC, sa décision de la semaine, c'est l'approbation du trading au comptant du Bitcoin et de l'Ethereum sur les bourses américaines réglementées offrant des contrats futurs à leurs clients, aussi qualifiés de Designated Contract Markets. Parmi les concernés, on trouve notamment le célèbre groupe CME et leurs voisins de chez CBOE, tous deux situés à Chicago. Certains, comme Cointelegraph, voient dans cette décision un événement qui pourrait propulser la crypto à la hausse, car c'est exactement ce qui est arrivé à l'or lorsqu'il a bénéficié du même traitement dans les années 70. C'est un argument qui est un peu maigre quand il est tout seul, mais avec le redémarrage de l'imprimante de la Fed qui est en cours, il y a des chances que ça finisse effectivement par se concrétiser, même si pour l'instant le marché n'a pas particulièrement réagi. Enfin, nous avons également appris cette semaine, toujours aux États-Unis, que le Bureau du contrôleur de la monnaie a publié les résultats préliminaires de son enquête. Cet organisme indépendant, affilié au département du Trésor, qui est leur équivalent du ministère des Finances, avait en effet lancé une enquête sur les pratiques discriminatoires des grandes banques sous l'administration Biden. Anecdote amusante, si on peut dire ainsi, la première des banques sur cette liste, c'est JP Morgan. Niveau hypocrisie, ça se pose là. En tout cas, la conclusion de l'OCC est sans appel. Il y a bel et bien eu, entre 2020 et 2023, une discrimination systématique pratiquée par ces grandes banques américaines à l'encontre de ceux, parmi leurs clients, qui avaient certaines activités soi-disant non conformes aux valeurs de la banque. Parmi les secteurs jugés indésirables, on trouvait notamment l'exploitation des ressources pétrolières et autres mines de charbon, les armes à feu, les prisons, le tabac, la pornographie, la politique et la crypto. S'improvisant dictateurs du quotidien, les banques avaient décidé de contrôler la société sans avoir été mandatées par qui que ce soit à cet effet. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences pour les coupables et peut-être qu'il n'y en aura pas vraiment. Mais au moins, c'est la preuve indéniable que même dans le monde occidental, où beaucoup de gens rejettent encore la crypto, elle a une valeur intrinsèque immense en tant qu'outil permettant de protéger la liberté des peuples. Car la décentralisation et la résistance à la censure empêchent tous les tyrans en herbe d'utiliser l'argent pour imposer leur volonté. Mais malheureusement pour nous, en France, la nouvelle de la semaine, c'est que l'État a très envie de nous empêcher de nous servir de cet outil. La liberté, ça les dérange. Nos législateurs sont en train de préparer une nouvelle loi tyrannique, ridicule, inapplicable et extrêmement dangereuse pour les citoyens honnêtes. Depuis la mi-novembre, le Parlement travaille sur ce projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Jusque-là, pas de problème. Ils veulent lutter contre la fraude, très bien. Là où ça coince, c'est au niveau de cet amendement déposé par des députés communistes qui a été adopté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale ce mardi. Dans la plus pure tradition stalinienne de surveillance de masse, ils veulent imposer à tous les détenteurs de crypto en France une nouvelle obligation de déclaration annuelle à l'administration de toutes les adresses des portefeuilles dont le contenu a une valeur supérieure à 5 000 €. Et le motif annoncé est digne des procès de Moscou. Les auteurs de cet amendement ont décidé unilatéralement que, parce que l'administration ne peut pas voir le contenu des portefeuilles des utilisateurs, ils sont un instrument privilégié de fraude fiscale. Voilà. Aucun argument, aucun chiffre, aucune étude d'impact, aucune réflexion. Juste une accusation sans fondement qui est immédiatement suivie d'une mesure ignoble et stupide. D'après eux, le simple fait que l'administration ne puisse pas voir tout ce qui vous appartient et ce que vous faites en permanence, ça fait de vous un fraudeur. Personne n'aurait l'idée d'appliquer cette idée à l'argent liquide caché dans vos poches et non déclaré à l'administration, aux meubles cachés dans votre salon et non déclarés à l'administration, aux pièces et lingots d'or et d'argent cachés dans votre coffre-fort et non déclarés à l'administration, ou encore à l'oxygène caché dans vos poumons et non déclaré à l'administration. Mais pour la crypto, c'est parfaitement justifié aux yeux de cette EHPAD peuplée de totalitaristes qu'on appelle le Parlement. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir absolument tout surveiller sans se soucier de la nécessité d'une telle pratique, des montants impliqués, de la destruction des libertés des citoyens, de l'applicabilité de cette mesure ou encore de la corruption et de la criminalité qui vont mettre les citoyens en danger. Eh oui, parce qu'entre les réseaux criminels qui pratiquent les kidnappings crypto et les fonctionnaires corrompus qui vendent des informations à la mafia, le résultat prévisible de la création d'une liste de portefeuilles crypto associés aux données personnelles des contribuables, c'est la multiplication par 1000 du nombre de kidnappings et de meurtres dont les victimes seront tous les détenteurs de crypto recensés disposant d'un portefeuille de plus de 5 000 €. Des victimes qui d'ailleurs n'auront même pas le droit de se défendre puisque d'après les critères légaux de la légitime défense en France, quand quelqu'un s'introduit chez vous avec une arme à feu, vous avez seulement le droit de leur envoyer un courrier recommandé pour les notifier de leur expulsion dans les 6 mois. Bref, cet amendement est une honte absolue, totalement indigne d'un pays qui prétend être une démocratie. C'est une attaque violente contre les libertés des citoyens qui est débile et de surcroît totalement inutile puisque les transactions crypto ne sont pas taxables de toute façon. L'État n'a pas à savoir ce qu'on fait quand il ne s'agit pas d'événements taxables. Point final. Heureusement, ce projet de loi doit encore faire l'objet d'une discussion en séance publique le 13 janvier 2026. Il n'est pas encore passé. Alors pour sauver la crypto en France, pour sauver votre quotidien, je vous invite tous à écrire immédiatement au député qui vous représente pour lui expliquer que cet amendement est inacceptable et lui présenter tous les arguments qui seraient susceptibles de le convaincre, comme ceux utilisés ici par Claire Balva.
Autrement, nous nous retrouverons très vite dans un enfer dont la seule échappatoire sera l'expatriation. Et il est hors de question que je parte sans avoir au moins essayé de faire changer les choses. Alors je vais vous quitter pour aujourd'hui et vous laisser rédiger votre message pendant que je fais de même. Bon courage, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine sur YouTube.